Allô. Bonjour à tous. Donc je m'appelle Camille Roux. Mon Twitter est là. Si vous voulez m'embêter pendant toute la conférence et pour que mon téléphone vibre, c'est ici. Je suis très content d'être là. Je n'étais pas forcément persuadé qu'une conf presque non technique pouvait passer à Devoxx, et je suis très content que la communauté s'ouvre à des choses un peu plus lointaines que du Java. Et je remercie également toute la communauté d'organisation de Devoxx qui fait un travail extraordinaire. Et je vous remercie d'être là. Je suis très content qu'il y ait autant de monde et qu'il y ait des gens qui cherchent presque des places derrière. Alors, de quoi je vais parler aujourd'hui? Je vais parler du syndrome des développeurs qui font des projets et qui les terminent jamais, ou qui finissent par faire une usine à gaz et bizarrement personne s'en sert. Alors j'imagine que vous reconnaissez tous dans ce truc-là. J'en ai des dizaines en ligne, voilà, accessibles, et personne n'y va. Et j'ai fait quelques rencontres, j'ai lu quelques bouquins qui m'ont permis de comprendre un petit peu pourquoi. Je vous expliquerai comment. Et je voulais partager un peu ce retour d'expérience avec vous. Alors tout d'abord, on va s'adresser les symptômes de ce mal. C'est quoi les phrases qui peuvent vous montrer que vous êtes dans l'erreur? Alors il y a le je le finirai plus tard. C'est vous avez démarré un projet, puis finalement, bon, vous avez d'autres choses à faire, d'autres priorités, et c'est sûrement le signe qu'il y a quelque chose qui va pas. Même phrase, j'ai ça dans les cartons depuis un moment. Pareil, c'est bizarre. Si c'est un projet vraiment qui cartonne, qui peut ramener du monde, etc. A priori, vous le laissez pas dans les cartons. Il y a le syndrome du existe déjà. Alors ça c'est différent. Chaque fois que vous allez parler d'une idée à quelqu'un, il y a quelqu'un qui va vous dire non mais ça existe déjà. Testez-le, présentez n'importe quelle idée, ça marche à chaque fois. Pourquoi les gens disent ça? Parce que il y a un zoom à faire. C'est que vous prenez n'importe quelle boîte, si vous mettez vraiment vraiment loin, c'est les mêmes. Et si vous mettrez vraiment vraiment près, même deux concurrents sont très différents. Autre phénomène, c'est je comprends pas pourquoi ça marche pas. On va voir comment on peut résoudre ça, mais il y a des développeurs qui font en proto, qui le mettent en ligne, et qui arrivent pas à récupérer de retour sur les gens qui viennent. Qu'est-ce que les gens en pensent, qu'est-ce que c'est que vous aimeriez que je change, etc. Et on va voir comment on peut mettre des retours en place. Et enfin, le summum, c'est le marché n'est pas prêt. Donc mon service est nickel, et non, c'est juste vous qui n'êtes pas prêt, mais voilà, attendez quelques années, vous aurez mûri et mon service vous plaira, j'en suis sûr, quoi. Mais attendez un peu, vous êtes encore trop jeune. Voilà. Donc ça on l'entend très souvent, et alors ça c'est le summum du summum. Alors qu'est-ce que vous allez apprendre pendant cette conférence? On va voir un peu les bases du Lean Startup, qui est une façon assez moderne de monter des boîtes. On va voir un peu de théorie sur les Lean Canvas, qui est une façon de modéliser des business models. Je vais vous présenter des petites idées toutes simples pour tester vos idées. Avant de faire un proto, comment on peut avoir des retours sur ce que vous faites. Quelques outils que j'aime bien, qui permettent de développer une application très rapidement. Et enfin, j'ai une petite surprise pour tous les gens qui sont là, et ça sera pour la fin. Ok. Donc petite présentation, je m'appelle Camille Roux, je suis ingénieur informatique, je suis développeur Ruby on Rails. Il y a quelques extraterrestres ici. Je vais pas parler de la techno, c'est pas le but. Le plus intéressant, c'est qu'il y a 1 an et demi, je suis allé dans un Startup Weekend à Paris. C'est un événement qui se passe sur un week-end et qui consiste à monter une startup en un week-end. Donc il y a une centaine de personnes qui se réunissent le vendredi soir, et le dimanche au soir, il y a des équipes qui sont formées et on présente un business model devant un jury. Donc plutôt orienté business. Et quand j'y suis allé, on était 12 dans mon équipe, c'est moi qui avais proposé un projet, le projet a été sélectionné. J'avais 6 développeurs, 6 business, et j'ai aucune idée de quoi faire avec les 6 business. Je sais pas. Je sais pas à quoi ils servent, alors je leur demande, vous voulez faire quoi? On va choisir un nom. Très bien, je choisissais un nom. Et puis je les vois dessiner un rectangle au tableau que je vous montrerai tout à l'heure. Et puis ils allaient me dire, mais non, mais tu vends pas aux bonnes personnes, là t'as 10 000 personnes à appeler, ça va être galère. Si tu vends des communautés de ces personnes, il y en a plus que 10 en France, c'est bien plus facile. Et puis l'idée change à une vitesse incroyable, et
moi j'avais travaillé dans les startups avant et j'avais jamais vu ça. Et ces gens-là, je leur demande, mais vous avez des méthodes? Mais bien sûr, il y a des bouquins, mais bien sûr. Et jamais j'avais vu ça. Et voilà, c'est un peu ce retour d'expérience que j'ai envie de partager avec vous. Dernier point, je suis fondateur d'une startup qui s'appelle Human Coders, on en parlera un peu après. Et si vous voulez des informations, nous contacter, vous avez le Twitter également ici. Donc, premier truc, le Lean Startup. Globalement, je vais décrire les phases d'un projet. C'est que la première phase, contrairement à tout le monde le pense, c'est qu'en développant un proto, on essaye de chercher des gens que le projet peut intéresser. Donc dans un premier temps, il va falloir être à l'écoute. Donc j'ai une idée, je vais venir tout à l'heure en parler avec vous, et puis vous allez me dire, ouais, ton idée c'est pas mal, mais moi le problème que j'ai la plupart du temps, c'est quand même celui-là. Et puis s'il y a 10 personnes qui me disent, bah, c'est plutôt celui-là que le mien, bah, je vais plutôt aller faire celui-là. Et c'est vraiment être très à l'écoute. J'entends souvent, j'ai une idée géniale, je peux pas te la dire, si tu veux, tu signes un NDA, je te la partage. C'est très vieux, l'idée fait rien, il y a plein de choses à faire une fois qu'on a l'idée. Ouais, soyez très libre là-dessus, tout le monde a plein d'idées. Vous êtes arrivé ici, vous cherchez l'ascenseur, vous le trouvez pas, pourquoi je ferais pas une application iPhone qui permet de trouver des ascenseurs? Enfin, des problèmes vous en avez tout le temps, il y a en permanence. Là, je voulais utiliser mon iPhone pour me connecter à mon Mac, ça marche pas parce que le Wi-Fi je sais pas quoi. Et il y a peut-être un système qui pourrait résoudre ce problème-là. Voilà, des problèmes il y en a tout le temps, et c'est ça qui se transforme très facilement en idée. Donc, soyez à l'écoute et ensuite testez vos hypothèses. Et vous avez quelque chose et puis vous allez demander aux gens, tu utiliserais ça? Tu paierais 30 € par mois pour utiliser ce service? Voilà. Deuxième chose, c'est donc une fois que vous avez fait cette découverte, il va falloir valider. Ok? Donc ces gens-là, vous leur demandez s'ils sont prêts à acheter. Et c'est comme ça que vous allez valider. Vous avez réussi si il y a des gens qui trouvent votre idée tellement cool qu'ils sont prêts à en parler à d'autres. C'est ce qu'on appelle les early évangélistes. C'est vraiment des gens qui vont soutenir votre idée. Ensuite, et bien sûr aussi avoir quelques clients. C'est à cette étape-là que vous commencez à avoir quelques clients. Voilà, vous avez trouvé un mec qui est capable de payer, puis un autre. Ok, ça a l'air de prendre. Visiblement, si on communique un peu plus, ça prend. Ensuite, bon, voilà, vous avez 2-3 clients, il faut passer un peu plus parce que sinon vous n'allez pas en vivre. Et là, le but de la troisième étape, c'est vraiment de faire grossir la base de clients. Et une fois que c'est assez gros, que vous êtes noyé, que vous en pouvez plus, que vous avez des factures partout, là, il va falloir restructurer la boîte, faire rentrer les commerciaux, etc. Vraiment réfléchir à ce que les gens font au tout début d'habitude. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est que le gaspillage est toute activité humaine qui absorbe des ressources, qui utilise des ressources mais qui ne crée pas de valeur. C'est vraiment propre ligne, c'est ne faites rien qui n'apporte pas quelque chose à ce que vous faites. C'est même si ça prend 2 minutes, mais si ça sert à rien, ne le faites pas. Le but du jeu, c'est vraiment d'aller le plus vite au but en itération. Le lean, en fait, c'est un peu l'agile pour le business. C'est comme ça qu'il faut le voir, en fait. Une des premières choses à faire quand vous avez une idée, c'est sur papier ou dans votre tête, c'est de faire ce qu'on appelle un lean canvas. Lean canvas, ça ressemble à ça. Et la première fois qu'on m'a expliqué ça, ça a été un vrai changement pour moi parce que avant ça, chaque fois qu'on me présentait une idée, je disais ah ouais, elle est bien ton idée. Et une fois qu'on m'a présenté ça et que je l'ai bien compris, je disais plus ça. Je disais mais c'est quoi tes canaux de communication? Et du coup, j'avais des questions qui me permettaient de mettre en défaut des idées alors qu'avant, j'étais pas capable. Alors, on va regarder ensemble comment marche ce schéma. Alors, il est séparé en deux, parce que c'est les deux premières choses à étudier, c'est concevoir un produit et trouver le marché et comment adresser ce marché. Donc, on va passer toutes les cases une par une pour que ce soit clair. Donc, première chose, c'est les problèmes. Alors, c'est le problème que vous voulez résoudre. On peut avoir tendance à avoir plein de problèmes à résoudre. C'est pas mal de réfléchir au plus important. Donc, c'est maximum 3. Si vous pouvez en avoir moins, tant mieux. Ensuite, les solutions que vous pouvez apporter. Pareil, vous avez sûrement des tonnes et des tonnes de solutions. Synthétisez au grand maximum et essayez d'en sectionner au grand maximum 3. Mais si vous n'en avez qu'une solution, c'est très bien. Plus c'est simple, mieux c'est. Le but du jeu, c'est d'avoir des retours le plus vite possible. Donc si vous faites une usine à gaz dès le début, vous allez avoir des retours dans très longtemps. Autre point important, c'est qu'il faut avoir des retours sur ce que vous faites.
C'est que si vous faites une appli que vous n'avez pas de retour, ça sert à rien de la faire parce que vous n'allez pas évoluer. Donc pour évoluer, il faut mesurer des choses. Mesurer quoi? Des données qui collent à votre activité. Je vous présenterai quelques exemples après. Et il faut réfléchir, voilà, je fais un site qui vend telle chose, c'est peut-être le nombre que j'en vends. Autre point important, c'est un peu le titre du Lean Canvas, c'est la Unique Value Proposition. C'est une phrase qui représente pourquoi vous êtes différent et pourquoi vous apportez de la valeur. Les unfair advantage, c'est pourquoi vous êtes différent des autres, pourquoi on ne peut pas vous copier, qu'est-ce que c'est qui fait que vous êtes particulier par rapport à la concurrence. C'est intéressant de réfléchir à ça, souvent oublié. Souvent oublié aussi, c'est les canaux de communication. C'est comment vous allez faire découvrir votre service à des gens. Alors les gens vont dire le bouche-oreille ou mon réseau, mais bon, tout le monde a ça et il y a des boîtes qui coulent, donc ça suffit pas. Donc il faut trouver des moyens malins de communiquer aux gens. C'est pas simple. Dans un customer segment, vous allez mettre les clients, il peut y en avoir plusieurs. Par exemple, si vous mettez en relation, je sais pas, des designers, des professionnels, peut-être que les deux payent et les deux sont vos clients. Et enfin, les coûts. Donc là, il y a quelques exemples, les coûts d'acquisition, les coûts de distribution, l'hébergement, les salaires, etc. Et les revenus, donc le modèle de revenus. Et la valeur vie client, c'est ce que vous rapporte un client. Ça peut être intéressant de voir si les gens viennent qu'une fois ou si les gens prennent un abonnement et restent longtemps, ça change tout. Si le gars prend un abonnement, finalement vous avez besoin de trouver moins de gens. Si j'achète un bouquin, le bouquin je m'en sers plus et la valeur vie client c'est le prix du bouquin. Le mec il va pas en acheter deux a priori, c'est rare. Et revenu marge. Si vous voulez aller plus loin sur les Lean Canvas, il y a ce bouquin qui est magique. Moi c'est vraiment un des premiers bouquins que j'ai lu. Je vous invite à le choper. Je crois qu'il est dispo en PDF, il est sous plein de formats. Vraiment très intéressant et très accessible. C'est ça qui m'a plu aussi. J'ai pas du tout une formation business et j'ai compris ce bouquin. Pour vous faire comprendre les Lean Canvas, en faisant cette presse, j'ai décidé de vous montrer tout le processus de réflexion qu'on a eu quand on a monté notre boîte Human Coders. Et montrer les erreurs qu'on aurait pu faire et qu'on a un peu évité. Voilà, tout le cheminement. Alors comme tout bon développeur, on s'est dit, on a une super idée, on va faire une société de service. Et alors voilà, c'est les développeurs quand ils ont une idée de startup, c'est une société de service. Alors qu'est-ce qu'on avait? On avait des gens qui avaient besoin de faire des sites web, ça c'était un problème. Et puis un deuxième problème, c'est que moi autour de moi, j'avais pas mal de gens qui avaient vécu une mauvaise expérience. On s'est fait avoir, on n'a pas compris la techno qui nous a dit, etc. On trouvait cette orientation assez intéressante. Du coup, la solution, c'était faire du développement Rails et d'avoir un vrai accompagnement et un côté humain qui pourrait changer peut-être des SSI courantes. Les métriques, c'était le nombre de gens qui viendraient sur notre site et puis le nombre de prestations qu'on vendrait. On pourra en mettre plein d'autres, j'ai essayé de faire simple pour la présentation. La unique proposition, vous la voyez. Les clients, plutôt des startups et des PME, c'est ce que mon associé et moi avions autour de nous. L'avantage, pourquoi on était différent des autres, ouais, il y avait l'accompagnement, mais il y a d'autres sociétés de services qui disent on fait de l'agile, on accompagne, etc. Bon, c'était pas flagrant. Et puis canaux de communication, notre réseau, donc ça venait dire ouais, les gens parleront de nous, etc. Bon, on était une société de services comme une autre et il fallait tout faire et c'était compliqué. Alors, il y a un autre truc, c'est que mon associé faisait de la formation Ruby on Rails déjà à ce moment-là, de temps en temps. Et on trouvait ça assez sympa parce que la formation, si on a plusieurs personnes, on gagne un peu plus que quand on fait du dev. Et du coup, ça nous permettait d'avoir du temps libre pour faire des projets à côté. Donc on s'est dit, on pourrait faire de la formation de temps en temps. Et puis on s'est dit, on pourrait peut-être faire que de la formation. Donc on a dit, en réfléchissant à si on fait que de la formation, qu'est-ce que ça donne? Donc on a un marché de l'emploi qui est assez complexe et on a des développeurs qui veulent se former à Ruby on Rails pour changer un peu de cadre, aller dans un cadre dans des boîtes plus petites, des startups. Et puis les gens qu'on a interrogés étaient souvent déçus des formations qu'ils avaient eues. On a même des gens qui étaient étonnés qu'on ait des slides pour une formation de 3 jours.
Donc voilà, vraiment très mauvaise qualité. Quand on regarde les programmes, quand on tape formation Rails sur Google, les premiers résultats, c'est des programmes qui datent de 3, 4 ans et qui ont pas été modifiés depuis. Voilà. Donc la solution, c'est de faire la formation Rails avec une forte dimension humaine, c'est ça qui nous intéressait. Donc mettre l'accent sur le formateur, faire quelque chose de convivial, des petites formations. Bon, les avantages concurrentiels, ouais, c'était le côté humain et puis le fait que ce soit un vrai développeur Ruby qui fasse la formation, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est des développeurs PHP qui font un peu de Ruby le week-end, qui ont récupéré des slides. Je vous laisse imaginer la qualité de la formation. Et là, on avait un problème, c'est canaux de communication, c'est quoi? Ben, on revient au même problème, notre réseau. Et bon, on peut faire de la pub, mais c'est quand même bien trusté. Bon, on était embêté, quoi. On était embêté. Et puis début octobre, sur un coup de tête, je fais un site qui s'appelle Ruby Live. C'est quoi? C'est un site collaboratif pour partager des actus. Donc n'importe qui peut venir sur Ruby Live, il a créé un article sur son blog, il vient le partager. Donc c'est quoi l'intérêt? C'est que pour les gens qui font de la veille, ils lisent l'actu ici. C'est en français. Le contenu chez nous est en français, les liens peuvent être en français ou en anglais. Et les créateurs de contenu français sont très contents parce qu'ils ont enfin un outil qui leur permet d'avoir des visites sans rien faire. On a même des gens qui ont créé des blogs exprès dès la sortie du site. Par exemple, Bonjour J'aime. Les garçons ici connaissent sûrement Bonjour Madame. C'est un site qui publie tous les jours à 10h une photo d'une jeune femme. Et on a décidé, j'ai proposé sur Twitter, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, un fou, qui voudrait faire Bonjour J'aime? Les j'aime, c'est des sortes de plugins en Ruby. Et en fait, il y a quelqu'un qui a dit oui. Et ça fait maintenant 100 articles qu'il publie tous les jours. Donc ça fait un peu plus de 3 mois, tous les jours, il publie un article de 1 page sur une gemme qu'il a testée. C'est un travail de taré. Et pour éviter pour se débarrasser de la partie communication, il se sert de Ruby Live. Et en fait, il a des centaines de visiteurs jour, et puis il est très content parce qu'il a plein de clients à Marseille. Alors du coup, on revient à la formation. Et il y a une donnée qui change du coup. C'est qu'on a Ruby Live. Et du coup, on a une audience de développeurs Ruby à qui on peut présenter notre formation. Et c'est une audience dont les niveaux varient, et du coup, on a des étudiants ou des professionnels qui viennent nous voir grâce à ça. Ça a évolué, c'est que les gens nous ont dit Ruby Live c'est cool, mais moi je fais du JavaScript, moi je fais du HTML5, moi je fais du PHP, donc on a sorti 4 autres. Et du coup, ça nous permettait d'adresser d'autres communautés, comme la communauté PHP, qui est souvent intéressée par tester cette techno Ruby on Rails dont j'entends parler de temps en temps. Et du coup, on a sorti un site pour représenter notre formation. Autre idée qu'on a eue, c'était de faire un job board. Pareil, on a rédigé un canvas pour le job board. On s'est aperçu que recruter des bons développeurs dans des niches, c'était très compliqué. Les job boards un peu généralistes n'ont pas l'audience dans les niches. Les annonces sont souvent dégueulasses et donnent pas envie aux développeurs. Par exemple, quand on demande aux développeurs qu'est-ce que vous voulez voir dans une annonce, la description de la société arrive 20e. Or, quand vous lisez une annonce sur la plupart des job boards, la société, c'est un gros bloc qui est en premier. Voilà. Et on a essayé de revoir le fonctionnement de job board. On a demandé aux gens qu'est-ce que vous voulez voir dedans. Et on veut avoir une sensation sur l'ambiance de la boîte. Du coup, on a dit si on met des photos et des vidéos de la boîte, ça vous plaît? Ben ouais, carrément. Et du coup, on est un des premiers job boards à mettre des photos et des vidéos, ce qui paraît idiot. Enfin, aujourd'hui, les vidéos et des photos, ça paraît évident. Ben non. Et voilà, donc on a essayé de s'adapter. Donc voilà le canvas. Donc la solution, c'est de faire un job board, réfléchir à un format. Les métriques, c'est les gens qui candidatent, les annonces qui sont postées. On mesure ça, bien sûr d'autres choses. C'est quoi la différence? C'est qu'on a une audience, c'est que grâce à nos sites d'actu, on apporte un vrai trafic qualifié sur ces annonces. On transmet une image, c'est qu'on a une image cool d'un job board fait par des développeurs pour des développeurs, et on sait nous communiquer. Et si vous respectez ce qu'on dit, vous faites une annonce qui plaît aux développeurs. Le segment, c'est les entreprises qui recrutent. Dans un premier temps Ruby, puis grâce aux autres sites, on a ouvert maintenant à d'autres techno. Et le revenu, c'est 59 € par annonce. Voilà. Et du coup, ça a donné ça. Notre job board en Ruby, vous pouvez changer de techno en haut. Et on a de plus en plus de clients. On a Facebook qui a posté une annonce chez nous, on est très très contents.
Donc voilà un petit peu comment fonctionnent les lignes Canvas et comment une idée peut évoluer, comment on peut détecter les failles. C'est ça qui m'intéressait dans cette démo. Autre point intéressant, c'est qu'une fois que vous avez fait le Canvas, il faut tester l'idée. Tester l'idée comment, les développeurs vont faire un proto, et 6 mois après on va se retrouver, je l'ai laissé dans mes cartons, j'avais plus le temps de m'en occuper. Et en fait, il y a des choses très simples. La première chose à faire, à prendre en compte, c'est qu'il faut y aller par toute petite itération. C'est essayer toujours à chaque fois de dire c'est quoi le plus petit truc que je peux faire qui peut me rapporter déjà quelque chose en termes de retour. Et sûrement une des choses les plus faciles, c'est d'aller voir un expert. Alors, un expert, c'est quoi? Je fais un réseau social pour rencontrer des gens en allant boire un verre. C'est un projet que j'avais proposé au Startup Weekend de Bordeaux. Et puis, dimanche matin, sur Twitter, je dis, vous connaissez pas quelqu'un qui travaille chez Dis-moi-où, Cityvox ou Page Jeune? Donc c'était à 11h du matin, à midi, relayé par des gens qui étaient présents au Startup Weekend. J'ai le fondateur de Dis-moi-où et juste après, le fondateur de Cityvox sur Skype, dimanche midi. Et voilà, c'est ce qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est des gens aussi passionnés que vous, qui adorent l'entrepreneuriat et qui sont prêts à vous filer un coup de main. On n'arrivait pas à raccrocher, il y avait la presse à faire bientôt, et les gens et ces deux fondateurs nous racontaient plein de choses et on a appris beaucoup sur le marché, sur la façon de procéder, etc. Donc n'ayez pas peur d'aller voir des gens comme ça. Au pire, le mec il vous dit j'ai pas le temps, mais ça vous permet de vraiment cibler le marché, de comprendre des choses. On connaît pas bien forcément les entrailles de chaque marché. Autre chose, c'est faire des interviews. Alors pas interview avec un micro, etc. C'est, moi j'ai une idée et je vais vous en parler à part tout à l'heure. Et puis vous allez me donner votre avis, puis je vais discuter avec un autre. L'important, c'est quand vous faites ça, c'est de pas poser des questions fermées. Toujours laisser ouvert pour que la personne puisse vous amener dans un autre chemin. Toujours soyez très très libre sur l'idée. L'idée que vous avez, c'est rien. Enfin, vous en avez 10 par jour, vous pouvez en avoir 10 par jour. Et laissez la personne que vous avez en face vous orienter. Sinon, ça sert à rien. Si vous revenez à chaque fois sur votre idée, autant pas poser la question, quoi. Donc c'est difficile, les gens n'ont pas l'habitude, et moi c'est une erreur que j'ai faite dans les premiers Startup Weekend où j'étais vraiment très têtu. Et voilà, lâchez là-dessus, vous avez plein d'idées, vous en ferez d'autres. Voilà. N'ayez pas peur de ça. Autre chose, c'est sortez. Vous décidez de faire une application qui s'adresse aux restaurateurs. Allez voir des restaurateurs. Il y en a partout. Vous sortez de chez vous, vous allez dans la rue, vous allez voir quelques restaurateurs et vous allez leur demander ce qu'ils pensent de votre idée. Un autre truc très simple. Vous avez un blog, essayez d'écrire une série d'articles sur la problématique que vous voulez résoudre. C'est aussi une façon de voir si les gens sont intéressés par le problème que vous voulez traiter. C'est si vous faites, j'ai pas d'idée. C'est une série d'articles sur un sujet. Si personne vient la voir, c'est que le sujet que vous voulez traiter visiblement n'est pas intéressant. Et vous pouvez essayer de tourner vos articles différemment, de vous adresser à un autre public, de formuler différemment. C'est peut-être que vous avez une bonne solution, mais vous la présentez mal. Écrire des articles peut aussi vous aider à cibler un peu plus le marché. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet de rentrer en contact avec les futurs clients, ça vous permet de connaître le marché. Une fois que vous avez fait tout ça, vous avez une idée un peu plus claire de là où vous voulez aller. Il y a des gens qui vous ont dit, bon, ton truc c'est pas mal, mais tu devrais aller là. Des experts vous ont dit, bon, ton truc il est pas mal, mais tu devrais aller un peu plus là encore. Et vous avez un créneau d'idées assez petit maintenant. Maintenant, ce qu'il faut valider, c'est s'il y a 1000 personnes ou 10 000 personnes qui peuvent utiliser votre truc. Comment on fait? Il faut trouver une communauté. Donc vous adressez, je sais pas, aux mecs qui jouent souvent aux jeux vidéo. Donc vous allez sur des forums de jeux vidéo. Vous allez créer un Google Form avec des questions simples. Voilà, j'ai une idée de tes services. Est-ce que tu serais prêt à l'utiliser? Oui, non. Est-ce que tu paierais 30 € par mois pour t'en servir? Oui, non. Voilà, j'ai quelques idées de fonctionnalités. Est-ce que tu peux me dire entre 0 et 10 laquelle est la plus importante pour toi? Et comme ça, vous allez apprendre sur la masse, mais du coup de manière plus quantitative, des informations sur ce que vous voulez faire. Une fois que vous avez fait ça, un autre moyen, c'est de faire une landing page. Alors souvent, les gens font une landing page pour faire une landing page, mais ils ne voient pas vraiment l'intérêt de le faire. Et en fait, on peut apprendre plein de choses grâce à ça. Vous pouvez apprendre quoi? Vous pouvez tester votre nom. C'est que parfois le nom peut être bloquant et ça marche pas. Vous pouvez tester des slogans. C'est que je suis le site machin, c'est le site qui fait ça.
Et si le site qui fait ça, il y a personne qui s'inscrit, ben c'est que le problème que vous adressez ou la façon de vous en parler, c'est pas bon. Il va falloir le repenser différemment. Et sur une landing page, c'est facile à modifier. Imaginez si vous avez un proto sur lequel vous avez bossé 6 mois et finalement le problème que vous voulez adresser est pas bon. Là, vous avez juste une phrase à changer. Et vous pouvez faire des A/B tests, etc. Je vais pas vous apprendre ça. Et dernier point, c'est que vous collectez là aussi une base de données client et tout en construisant la façon de communiquer, vous construisez vous construisez une liste de gens qui sont intéressés par la problématique que vous voulez résoudre. Et c'est là, et c'est que là que vous pouvez commencer à construire votre proto. C'est contrairement à ce que les gens font, il faut faire toutes ces étapes. Et là, vous avez une idée précise de là où vous voulez aller. Et si vous avez bien fait ce travail, vous avez peu de chances de vous viander. Vous allez taper un peu à côté, mais vous n'allez pas être à 180 degrés de là où il faudrait aller. Une chose à savoir quand même, c'est que le proto, c'est pas une usine à gaz. C'est le site ou l'application la plus simple possible qui vous permet d'avoir des retours. C'est que si vous avez trouvé 3 solutions, ben peut-être que le premier proto, il n'y a que la solution principale. C'est que s'il y a des gens, la plupart ils ont un truc comme ça, mais il y en a qui en ont 5, ben tant pis, dans votre premier proto, on peut en avoir qu'un, c'est pas grave. Donc faites très simple, et c'est ce qu'on appelle le Minimal Valuable Product, c'est le plus petit produit qui permet d'avoir des retours. Et il faut bien sûr penser à la monétisation, parce qu'un service peut être intéressant gratuit, mais peut être pas intéressant payant. Et c'est aussi une des choses qu'il faut tester. Donc dans toutes les étapes avant, quand vous interrogez les gens, quand vous faites des formulaires, vous pouvez poser la question du prix. Une chose importante, c'est essayer quand vous sortez le site, essayer de le faire payant tout de suite. C'est que votre site, c'est très difficile de passer d'un site gratuit à un site payant. Il faut faire très attention à ça. Voilà, si vous êtes payant tout de suite, vous n'êtes pas embêté. Passer de gratuit à payant, c'est compliqué. Un autre point que j'aimerais aborder avec vous maintenant, c'est sur la réalisation du proto. C'est comment on fait un proto en peu de temps. Par exemple, dans le cas d'un Startup Weekend, où on a 48 heures et on en passe au moins presque 24 avant de commencer le proto. Comment on fait pour avoir quelque chose de présentable à la fin? Alors, l'idée c'est que là, je vais présenter quelques technos, etc. Retenez pas forcément ces technos-là, le but c'est pas ça. C'est juste de retenir le type de techno qu'il faut utiliser. Si vous utilisez autre chose qu'Heroku, je m'en fous. Mais faites pas toute la config d'un serveur from scratch pour faire un proto. Donc Heroku, c'est quoi? C'est un hébergeur qui vous permet de publier une application. Alors il y a du Ruby, il y a du Java, il y a du Node, je crois qu'il y a du Python, en Git. Donc je développe une application Node.js sous Git, je fais Heroku create, Git push Heroku master, mon appli est en prod. Voilà. Ça va quand même un poil plus vite que d'acheter un serveur mutualisé, de tout installer dessus. Autre truc important, c'est le design fait quelque chose de propre, mais vous en mettez pas pour un proto. Le Twitter Bootstrap est génial, c'est toute une lib CSS, soit en CSS, soit en less, avec plein de boutons, plein de styles, il y a tout qui rend à peu près propre, et vous avez juste à faire du HTML correct. Et voilà, ça vous permet tout de suite d'avoir un bon rendu. C'est très pratique pour sortir un proto. Un truc important, c'est d'avoir des retours. Comment on peut avoir des retours? C'est en envoyant des mails à votre communauté ou en mettant des sondages. Et il y a un petit outil que j'aime beaucoup qui s'appelle User Voice et qui permet en fait sur votre site, vous avez sûrement dû le voir, ça met un petit bouton avec feedback dessus, vous cliquez et puis vous pouvez donner une idée aux gens. Enfin aux créateurs du site, les gens peuvent voter, du coup vous avez les fonctionnalités les plus demandées. Et c'est très intéressant parce que ça te permet de se laisser guider par la communauté et d'identifier des problèmes que vous peut-être vous voyez pas et qui vous touchent pas. C'est tout bête, mais ça prend 5 minutes à installer et c'est vraiment intéressant. Et les gens jouent vraiment le jeu. Ensuite, techniquement, je vais vous présenter comment ça se passe en Rails. Le but du jeu, c'est pas de faire la promo de Rails. 1 contre 200, ça serait une mauvaise idée. Mais juste vous montrer comment ça se passe dans ce monde-là. Et si dans votre monde, ça se passe pas comme ça, c'est qu'il y a des choses à changer dans les technos que vous utilisez. Voilà. Ça, c'est l'interface graphique, par exemple, qu'on a sur les sites d'actu. Donc, c'est la partie admin. Donc il y a 4 onglets en haut, c'est des CRUD à chaque fois, on personnalise certains trucs. Ça prend un quart d'heure à développer.
Il y a 20 lignes de code à tout péter pour générer ça. Si dans votre techno, ça prend 2 jours, changez de techno ou changez de truc. Mais faut pas que ça prenne plus d'un quart d'heure à générer un truc comme ça. Et c'est très personnalisable, c'est qu'on peut changer les boutons, on peut changer... là, il n'y a pas toutes les colonnes qui sont affichées, et il faut que vous puissiez faire ça rapidement. En Rails, il y a ce qu'on appelle des gemmes. Les gemmes, c'est des sortes de plugins, j'en parlais tout à l'heure. L'authentification, on la fait pas. C'est une gemme qui me génère toutes les pages d'authentification, donc la création du compte, retrouver mon mot de passe, s'inscrire, se loguer, le Twitter Connect, Facebook Connect, etc. Tout ça, je le code pas. Je fais juste que modifier le HTML que le plugin me génère. Si dans votre techno, c'est pas géré, changez. C'est pas du tout adapté aux lignes. ActiveAdmin, c'est ce que j'ai montré avant. J'ai un plugin qui permet de mettre Twitter Bootstrap automatiquement installé dans mon appli. Donc il me met toutes les CSS, le HTML de base avec HTML5 et tout. J'ai une gemme qui me permet de gérer tout l'upload. Retouche d'image, resize avec plusieurs tailles, etc. L'upload sur S3, j'ai juste à rentrer 3 configurations pour indiquer le code S3 et tout se fait tout seul. J'ai un outil qui me permet de générer des formulaires. Je dis crée-moi un champ pour tel champ dans votre modèle. Il va tout de suite regarder quel est le type de ce champ-là et va vous générer un champ qui correspond. Si c'est un booléen, il va vous mettre une case à cocher. Si c'est un long texte, il va vous mettre une texte ARA, etc. Donc, c'est juste pour de vous donner une idée de technos qui sont de comment ça se passe dans des technos appropriés au bootstrapping. Et encore, ça va plus loin que ça, c'est que en Rails, j'ai des outils qui me génèrent une application avec tous ces plugins-là installés, préconfigurés. Ça s'appelle AppScroll. Et du coup, j'ai juste à faire scroll new app. Il va me dire, peut-être tu vas installer ActiveAdmin pour gérer l'administration de ton site. Bah ouais. Et hop, ça va me le mettre. Donc voilà le type d'outil qui est sympa. Et voilà, donc c'est ça qui conclut, ma conférence d'aujourd'hui. Donc merci pour l'écoute. En fait, ça conclut pas vraiment parce que j'avais promis, il y a une petite surprise pour la fin. Donc vous avez vu qu'on a sorti des sites d'actualité, Ruby Live, puis JS Live, puis HTML5 Live, puis PHP Live. Et quoi de mieux que de présenter Java Live à Devoxx. Donc dès aujourd'hui, vous pouvez aller sur javalive.fr, ça vient d'être mis en ligne. Si vous êtes créateur de contenu, vous pouvez maintenant partager votre contenu à la communauté Java. Et si vous faites de la veille, inscrivez-vous. L'actu peut être lu sur Twitter, Facebook ou RSS, bien sûr. Et vous pourrez lire l'actualité Java française. Voilà. Et là, c'est vraiment la fin. Donc je vois qu'il reste beaucoup de temps. Donc si vous avez des questions, je suis ouvert. Attendez, il y a un micro qui arrive. Parfait. Oui. En combien de temps combien de temps s'est passé entre le début du développement du premier live et une audience à peu près vivante? Ok. On a commencé Ruby Live fin octobre, développé dans un week-end. La boîte n'était pas créée, on savait même pas que ça serait rattaché à la boîte au départ. C'est moi qui l'avais fait tout seul. Ça a pris 2 mois. En 2 mois, on est devenu le site Ruby le plus visité de France. Parce qu'on remplissait un besoin qui était pas traité. La boîte a été créée fin février et c'est courant février que je crois, ou même peut-être fin janvier, qu'on a commencé à sortir les autres lives, JS Live et PHP Live et HTML5 Live sont très récents et Java Live aujourd'hui. Le job board est sorti il y a un peu moins d'1 mois. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, un micro ici. Attends-moi. Une fois que les sites sont lancés, Tiens. Ouais. Une fois que les sites sont lancés, toute l'infra, elle est gérée comment? Tout ça, c'est géré comme des services ou alors c'est pensé au départ en fait. Non, c'est très simple. C'est une application Rails qu'on a déployée sur Heroku. Tous les noms de domaine pointent vers le même site. C'est juste qu'on distribue un contenu différent. Ça reste sur Heroku, même en grossissant. Ouais, bien sûr.
Bien sûr, c'est un système cloud, donc si le trafic augmente, on a la possibilité de rajouter d'autres instances. Bien sûr, c'est coûtant, mais aujourd'hui, je préfère payer un peu que de gaspiller du temps. Le jour où le trafic est enfin ça nous coûte, je sais pas, je crois qu'on a payé $20 avec tous les plugins par mois, c'est ridicule aujourd'hui. Et encore, on n'a même pas de cache, on n'a rien fait, enfin, il n'y en a pas besoin aujourd'hui. Et le jour où il y en a besoin, ben on mettra en place, ouais. Et c'est important de voir pragmatique, faites pas tout de suite le truc super optimisé. Voilà, ça fait 2, 3 mois, 4 mois que les sites sont en ligne, on a quelques centaines, milliers de visiteurs jour, et ça tient très bien sans cache. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous êtes si timide? Ah si. Il y en a une au fond. Ouais. Oui, bravo. Bonjour. Bonjour. Question, quand on est salarié et qu'on a une bonne idée, quelle est la bonne stratégie? Prendre le risque de démissionner pour se lancer à fond dans son idée ou... C'est une très bonne question. Alors il y a un bouquin qui a répondu à cette question que j'adore, c'est La semaine des 4 heures de Tim Ferriss. Je vous invite vraiment à le lire, c'est un magnifique bouquin, alors qui va un peu loin. Il raconte en fait comment il est passé de salarié à j'essaye de gagner du temps dans mon travail pour faire une activité à côté sans que mon boss le sache. Puis j'essaye de demander de bosser en télétravail pour que ce soit encore moins flag. Puis je trouve des moyens de scaler un petit peu mon activité, puis je quitte mon boulot et finalement sans risque parce que j'ai déjà des revenus automatisés à côté. L'idée c'est vraiment de faire des revenus automatisés. C'est que au lieu de faire de la formation physique, on peut faire des podcasts qu'on vend. Et du coup, on fait un travail une fois et c'est automatisé pour la suite. Il y a souvent une façon de changer votre business model pour justement aller sur du revenu automatisé. Et dans ce bouquin, on en parle beaucoup. Puis voilà, il explique comme ça comment il délègue tout, puis il monte sa boîte. Et puis sa boîte commence à marcher pas mal. Puis il essaye de se casser une semaine en vacances. Puis la boîte, bon, il y a quelqu'un qui prend le relais parce qu'il en a marre qu'il y ait des papiers qui traînent. Et puis il revient quelques jours, puis il s'en va. Et il s'en va 15 jours, et puis il s'aperçoit que la boîte marche même mieux quand il est pas là que quand il est là, et il finit par bosser 4 heures par semaine. Donc c'est un très bon bouquin qui est assez rigolo. Ouais. Ça, il est pas si timide. Ah, une autre question. J'ai une question. Comment se protéger contre le vol d'idées? Bonne question. Je pense qu'il faut pas se protéger. Enfin, il faut pas se protéger là-dessus. C'est pas grave. Enfin, si t'as une idée, tu peux venir m'en parler tout à l'heure. A priori, il y a peu de chances que je m'amuse à copier ton idée. Et puis même, je vais pas la copier comme toi tu l'as en tête. C'est que une idée, c'est 1%, un millième de la start-up au final. C'est que tu peux avoir la meilleure idée du monde, mais si tu sais pas contacter tes clients, si tu sais pas communiquer dessus, si tu sais pas faire le site ou l'application, bah finalement, ça sert à rien. Donc aujourd'hui, dans le monde d'entrepreneuriat, on voit de moins en moins de NDA. Ça reste dans les grosses boîtes, mais dans les startups, les gens partagent très facilement les idées. C'est pas ça qui rend riche, quoi. Il y a eu plein d'essais de faire des plateformes pour vendre des idées. Non, une idée n'a pas de valeur et des idées, vous en avez tous les jours si vous voulez. C'est pas ça qui est difficile. C'est très facile de trouver un sujet sur lequel partir. Par contre, la façon de réaliser, ça c'est compliqué. Ouais, une question devant. Attends-moi. Commencer tout seul, non. C'est pour ça que je me suis associé. J'ai pas fait ça tout seul. Je suis associé avec un autre développeur Ruby qui s'appelle Mathieu Segret. Effectivement, tout seul, c'est le risque d'être un peu trop têtu et avoir quelqu'un à côté qui dit oh là t'es à côté de la plaque. Voilà, ça permet de tester très rapidement des idées. C'est très recommandé. Il y a des mecs qui sont amusés à faire un génome des startups qui marchent. Et de voir, ils ont étudié des centaines de cas de startups et ils ont regardé quels étaient les critères qui faisaient que les startups marchaient ou pas. Et effectivement, être seul pour monter sa boîte, c'est pas une bonne idée. À partir de 2, ça marche très bien. Ouais. Après, ça dépend de l'activité, ça dépend de qui tu trouves aussi. Convaincre quelqu'un de te rejoindre dans ton idée, dans ton projet, c'est pas évident. Il faut qu'il y ait un bon feeling. Moi, là, dans ce cas-là, c'est quelqu'un que je connaissais, avec qui j'ai fait mes études en école d'ingénieur. On a démarré en Ruby tous les deux ensemble. On a bossé dans des boîtes différentes. Et puis voilà, il y a quelques mois,
tu fais quoi toi? Je suis freelance, et toi? Je suis en CDI, mais ouais, le CDI c'est pas mon truc, quoi. J'ai envie de faire quelque chose, et puis on a discuté comme ça. Je sais pas s'il y a vraiment un profil à rechercher, c'est tu scannes un peu autour de toi, et puis il y a une personne, tu vas dire ok, cette personne elle m'apporte vraiment quelque chose. Et voilà, là avec mon associé, il y a des trucs que moi j'adore faire et que lui ça le saoule. Et inversement, lui instinctivement il a acheté un bouquin pour connaître comment ça marche une SAS. Ça lui plaît, il s'occupe de toute la partie administrative. Moi c'est pas mon truc. Voilà. Et moi je vais m'occuper de discuter avec les gens sur Twitter, etc. Et lui c'est pas son truc. Et voilà, donc c'est complémentaire. Ouais. Il est viable de démarrer seulement avec des ingénieurs de techos parce que j'ai toujours entendu dire que pour qu'une startup marche, il faut entrer en commercial, quelqu'un qui s'occupe tout juste de la partie commerciale, administrative, recherche client. Et toi, dans ton cas, vous êtes des ingénieurs qui avaient démarré, donc par rapport à ça, à ton sens, c'est possible? Alors en fait, nous dans un cas un peu spécial, c'est qu'on propose un service qui peut être fait par des développeurs et qui concerne des développeurs. Donc a priori, c'est un marché qu'on connaît bien et peut-être mieux que quelqu'un business qui va venir nous conseiller sur comment faire le produit. Si on s'amusait à scaler, c'est-à-dire demain on laisse la possibilité à tout le monde de créer des lives comme ils veulent, si on s'amuse à attaquer l'étranger, etc. Là clairement, moi je m'en sentirais pas capable et mon associé non plus, et on prendrait quelqu'un. Mais de plus en plus quand même on voit des startups créées par des techos. Il y a quelques bases à maîtriser. Voilà, cette presse c'est un peu ça. Il y a des bouquins vraiment intéressants à lire et ça vous permet de pas trop vous viander. Et puis voilà, le but du jeu c'est d'avoir des revenus et deux développeurs peuvent très bien arriver à gagner des revenus. Et voilà, il faut être conscient de ses faiblesses. Nous on s'aperçoit, c'est que souvent on fait des erreurs en communication. Par exemple, quand on a sorti le job board, il y avait une problématique, c'est que nous on pensait que les gens voyaient Ruby Live, il y avait du trafic, des news, et du coup les gens ils diraient tiens il y a un job board qui est sorti et c'est cool, il y a du trafic sur Ruby Live, donc si je poste une annonce, les gens vont le voir. Et en fait on s'est aperçu que les gens étaient rebutés par le peu d'annonces qui étaient postées. C'est qu'un job board où il y a 3 annonces dessus, les gens y croient pas. Et du coup, on a été obligé de communiquer dessus, on a offert quelques annonces, on est allé en démarcher quelques-uns, et on s'aperçoit que plus on a d'annonces, plus il y a des gens intéressés par... ils arrivent... voilà, un bon job board, c'est un job board où il y a des annonces. Ce qui est idiot d'ailleurs, hein, c'est que là aujourd'hui, quand on poste une annonce sur notre job board en Ruby, il y a quelques milliers de visites sur chaque annonce. Je connais pas beaucoup et qui vient à 90% de nos plateformes, je connais pas beaucoup de job boards qui sont capables d'avoir autant de visites sur chaque annonce. Ouais. En admettant que t'es pitché une idée auprès de tes amis, auprès d'un petit marché de ta cible, que tu sois allé jusqu'à monter ton proto, ouais. À quelle métrique tu regardes vraiment et combien de temps tu donnes au proto avant de te dire c'est viable ou avant de le tuer si ça a tendance à pas démarrer? Combien de temps t'attends avant de te dire finalement c'est pas la peine, l'étude n'est pas probante et finalement faut passer à autre chose? Alors, je pense que ça dépend vraiment du produit que tu fais. L'idée, c'est vraiment qu'il soit un peu comme à l'hôpital avec des appareils qui sonnent partout. Et si t'as rien qui bouge, t'arrêtes. L'idée, c'est plus t'as de métriques, plus tu vas pouvoir voir des petits stimuli qui montrent qu'il y a quelque chose de viable. Tu sors en job board, il y a des gens qui viennent lire les annonces, mais il n'y a pas d'annonce postée. Ok, t'as résolu une partie du problème, mais il te manque un truc. Et tu creuses sur le vide que t'as. Si t'as vraiment aucun stimuli... voilà, mais la plupart du temps, je pense que tu peux éviter de jeter ton proto. Il y a toujours une façon de modifier ton proto, c'est ce qu'on appelle un pivot. Il y a toujours moyen de pivoter pour finir à quelque chose. Il y a plein de boîtes. Voilà, PayPal, il faisait pas du tout de. Il y a plein de boîtes comme ça qui ont pivoté des tonnes de fois et énormément. Et voilà, il y a toujours moyen de dire ok. J'ai senti un truc, là mon proto il me montre qu'il y a un petit besoin mais c'est pas la bonne forme. Il y a des gens qui recherchent du boulot mais les boîtes veulent pas postuler, elles veulent pas créer d'annonces, ok je vais faire peut-être un truc un peu différemment où les gens vont s'échanger des annonces entre eux, ou t'as toujours moyen de pivoter. J'ai 2 questions rapides. La première c'est comment justement tu récupères ces métriques assez fines d'utilisation de ton service. Est-ce que tu pars avec Google Analytics et puis tu vois après? Ouais.
Et ma deuxième question, c'est est-ce que tu considères ça un risque de dire bon bah je démarre avec ma landing page ou un proto que j'ai fait en un week-end et je veux voir si ça marche et du coup je me grille ma marque ou mon service et les gens ils reviennent pas quoi. Par exemple, si tu démarres Java Live et puis en fait les gens ils aiment pas ou là alors t'essaies de poster puis t'as une jolie exception ou un truc bon bah j'y reviens pas quoi. Ok. Donc en fait, pour les métriques, le plus... Alors nous on utilise pas mal Analytics, après tu peux mettre des métriques dans ton appli. Par exemple, on a le nombre de news postées par jour, par site. Des fois, on s'aperçoit qu'il y a un site qui est un peu sur la descente. On va essayer de choper quelques créateurs de contenu pour qu'ils postent des actus chez nous. La deuxième question, c'était ? Ah oui. Effectivement. C'est un risque si tu le fais au pif. C'est que si tu as fait toutes les étapes dont j'ai parlé, si tu as interviewé des gens, si tu as posté des formulaires, que tu allé voir des futurs clients, que tu as posé des questions, tu peux pas être très à côté du truc en fait. Et de toute façon, t'as pas l'argent pour faire des publicités sur France 2, France 3, etc. pour avoir un monde fou dès le début. Donc tu vas te griller auprès de quelques personnes qui finalement sont des early adopters, qui vont accepter le fait que ton service soit pas très bon au début. Tu peux même communiquer là-dessus. Hein. Le mot-clé bêta, il est pas là pour rien. Tu peux indiquer, voilà, on vient de sortir ça il y a 2 jours. On vous pose quelques questions pour savoir ce que vous en pensez. On est interactif là-dessus. Ce qu'on a fait aussi sur notre boîte, c'est qu'on a un groupe Facebook avec une 40aine de potes qui ont tous des profils très différents. Il y a des potes avocats, des potes comptables, des potes développeurs, différents profils. Et on partage beaucoup de choses sur la boîte, les stats, les inquiétudes, les nouvelles fonctionnalités qu'on fait. Voilà, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de faire Java Live ou pas ? Comment on doit l'appeler ? Est-ce que c'est Java ou est-ce qu'il faut aller tout de suite sur Scala, Android, etc. Et puis on repose énormément sur la communauté existante aussi, c'est qu'il y a lancer le produit, puis il y a le faire évoluer. Pourquoi on sort Java ? Parce que on a mis un formulaire en place sur toute notre plateforme et on sort à chaque fois le site le plus demandé. Et du coup, on n'a pas de risque, c'est que on sait qu'il y a 50, 100 personnes qui ont demandé Java Live et ces personnes-là vont venir lire l'actu dès maintenant. Donc il y a des moyens de se protéger comme ça, il faut y aller voilà, de manière pragmatique, et si tu vas de manière pragmatique et que tu fais gaffe, a priori t'es pas vraiment à côté en fait. Toujours se brider contre ça en fait, ça c'est très important. Yep. Est-ce que tu as beaucoup de noms de domaine en stock Et l'autre question, c'est quand est-ce que tu décides d'acheter le nom de domaine ? Alors ça c'est une bonne question. Pourquoi on a des noms de domaine pour chacun ? Parce qu'on pensait pas les faire. Parce qu'on a sorti Ruby Live au bout d'un week-end et on pensait que c'était là, et on en resterait là et qu'on ferait de la formation Ruby on Rails à côté. Et puis on n'avait pas pensé à ça du tout. Donc ça a grossi petit à petit, mais on pensait pas le faire. Donc on s'est dit, il y a Ruby Live, ben on va faire JS Live, c'est facile à faire. Non, on va être embêté pour le nom de domaine. On a regardé live.fr, ça coûte un peu cher. Donc voilà, on a un nom à trouver. On l'a pas trouvé encore, mais effectivement, il y a un moment où on va devoir passer avec des sous-domaines. Mais oui, on en a blindé quelques-uns quand même. On est tranquille pour quelques mois a priori, ouais. Il reste 3 minutes, donc c'est la dernière question. Exactement. Alors j'ai une petite question. On voit beaucoup aux États-Unis des startups qui démarrent sans aucun business model. On a vu dernièrement Instagram qui a été racheté par Facebook. Il n'y avait aucun business model. Facebook est parti sans business model, Google aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable en France ? C'est-à-dire on a une idée, on ne sait pas encore comment la rentabiliser, mais on se décide quand même de la lancer. Ouais. J'ai l'impression que ça, on le voit pas en France. J'ai pas d'exemple de boîtes comme ça qui se sont lancées. Faut quand même être très courageux pour dire j'ai passé des mois à monter une boîte et je sais même pas comment, je sais pas si je vais gagner de l'argent, je sais même pas comment je vais en gagner. Faut avoir du monde derrière, faut avoir un papa qui a quelques sous sur son compte en banque ou enfin jamais je m'amuserais à lancer un service où j'ai pas une idée vraiment précise de comment gagner de l'argent. Après tu peux faire un side project, par exemple j'ai un autre side project qui s'appelle Hashtag Battle qui permet de faire des battles entre 2 hashtags. On a lancé ça dans un Startup Weekend, c'est un projet de quelques heures parce qu'on voulait faire une battle entre 2 Startup Weekend.
Voilà, c'est un projet quelques heures. Et puis il y a la chaîne sur les jeux vidéo Game One qui a fait un petit reportage dessus, et puis une boîte aux US, MLS Soccer, qui nous a des plus gros sites de foot aux US, qui est venu nous voir. Moi j'aimerais bien avoir un petit widget comme ça qui permet de faire des battles. Dernièrement, on a eu l'équipe qui est venue nous chercher pour intégrer le module sur les pages pour les directs des matchs de Roland Garros. Et on n'a rien fait. Enfin, il y a une page sur le site, il y a que ça, et il y a Le Figaro qui a utilisé le site dans un article. Voilà, ça peut prendre comme ça. Par contre, il faut du temps, parce que voilà, c'est un projet qui a été créé, je sais pas, il y a 1 an et demi ou 2 ans. Tu peux avoir des petits trucs comme ça, mais c'est difficile de parier vraiment ton salaire dessus, quoi. C'est un side project, ça peut marcher comme ça, ouais. Voilà, il reste 1 minute, le temps de vous dire merci. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. Et puis si vous avez des questions à me poser, Camille Roux, si vous avez des questions sur la boîte ou une idée de choses qu'on peut faire ensemble, Human Coders, je sais qu'il faut laisser la salle, mais si vous voulez poser des questions, je suis à côté pour répondre aux questions. Merci beaucoup.